Écoute, aujourd'hui, nous allons parler de l'entrepreneur face à la machine qui est l'entreprise, face à la machine qui peut le dépasser. Donc, en fait, on va parler du moment où l'entreprise résiste à son entrepreneur. Alors, c'est un truc qu'on a vu souvent dans des reprises d'entreprise. En fait, on a des entrepreneurs qui nous disent, ben, j'ai racheté ma boîte, je m'aperçois 2 ans après que j'ai plus un seul de mes anciens salariés, des anciens salariés que j'avais rachetés qui est resté. Et puis en général, il met ça sur la résistance au changement. Il dit, c'est incroyable, finalement, il ne voulait pas bouger, j'ai essayé par tout moyen et donc finalement, je n'ai pas eu le choix. Mais quand on regarde ça, c'est comme étonnant. Résister au changement pour se faire licencier et une fois licencié, eh ben, en fait, on va se retrouver à devoir changer puisqu'on va se retrouver dans une autre entreprise et on va devoir apprendre les nouveaux codes de l'entreprise. Donc en fait, cette résistance, elle existe malgré tout. Alors, ça peut être plus sourd que ça, hein. Ça peut être des choses qu'on ressent, et notamment, vous avez parlé du syndrome du prisonnier, hein. C'est une chronique que j'avais faite en septembre dernier. Donc, il y a des éléments là-dedans, hein, des éléments de ce moment où l'entrepreneur sent qu'il est le prisonnier de son entreprise, qu'il ne fait pas exactement ce qu'il aurait envie de faire, qu'il passe son temps à faire des réunions qui l'embarrassent plus qu'autre chose. Et donc, il nous demande de l'aider à se débarrasser de l'entreprise. Donc, nous, en général, notre action, on vous l'avait expliqué, c'était plutôt de réenchanter, de lui dire, tiens, et si on mettait une piscine dans ta maison, tu pourrais probablement la vendre pour un meilleur prix. Et puis, l'entrepreneur, il va faire, finalement, je ne la vends pas parce que je vais passer l'été avec mes copains sur le bord de la piscine, ça va être sympa. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer cette résistance à l'entrepreneur lui-même? Eh ben, nous, on pense que c'est le revers de la médaille. De quelle médaille allez-vous me dire? Ben, de la médaille de la fidélité à l'entreprise. Et oui, parce qu'il y a une fidélité à l'entreprise de nos collaborateurs, ils vont mener une résistance contre le changement, mais contre le changement de valeur. Ils sont les gardiens du temple. Donc, dans le cas d'une reprise, c'est très évident. Vous avez beau être le propriétaire des parts, c'est pas pour autant qu'on va vous considérer que vous incarnez l'entreprise. L'entreprise, on sait bien, on sait 20 ans qu'on travaille dedans, on sait ce qu'elle était. Donc vous êtes, vous êtes éventuellement un élément exogène. Mais on vous parle de ça, c'est quelque chose qu'on a même vu dans des reprises qui sont faites par des associés qui étaient déjà là, qui finalement ont repris la main sur le fondateur et le fait d'y apporter leurs pattes, d'y apporter leur façon de faire, a amené une résistance. Alors, je voudrais prendre un autre exemple complètement différent. Euh, Imaginez un président de la République qui se retrouve face à une pandémie et qui a une pression constante de son entourage sur il faut faire quelque chose, c'est terrible ce qui va nous arriver. Donc, il veut calmer ses troupes. Donc, il va faire un discours le vendredi soir sur l'idée qu'on pourrait confiner les vieux, leur demander de rester chez eux pendant quelques temps. Le lendemain, son Premier ministre voit des jeunes qui font la fête à Paris. Et le lundi soir, on décide d'un confinement général. Alors, le président, il fait toujours très attention. Il essaye de mettre ça avec des éléments qui le rendent acceptable. En fait, dans son idée, il voudrait que le confinement ressemble à celui qu'on a eu en mars-avril dernier. Donc, avec des gens qui continuent à aller travailler. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le ministère de l'Intérieur va créer un formulaire d'autorisation de sortie. Et quand on regarde ce formulaire, clairement, il faut se préparer à avoir des bonnes raisons d'expliquer qu'on doit aller travailler parce qu'on est obligé d'y aller, etc. Moralité, réduction de 65% des déplacements. Même chose avec, on peut imaginer, hein, ce n'est pas encore là, mais peut-être qu'on va pouvoir regarder
sous les yeux une résistance de l'appareil s'organiser, c'est la fin du port des masques. Donc, il y a une réflexion qui est annoncée, qui est ressentie au sein de l'appareil. Du coup, qu'est-ce que fait le ministère de la Santé? Il annonce qu'on va peut-être continuer, que les masques, c'est pas sûr. Il cherche à influer. Le président tranche, arrêt du port du masque. Et puis, on dit évidemment, il y a comme des circonstances, les regroupements ou les lieux bondés. Maintenant, qu'est-ce que vous pensez qui va se passer dans les prochains jours? La définition des regroupements et des lieux bondés, chaque ministère va y aller de sa vision. Et va expliquer que, comme il pense que les masques, c'est quelque chose d'utile et d'important, je pense qu'on va voir des propositions de oui, alors les métros, c'est des lieux bondés, les magasins, c'est des lieux bondés, et on risque de voir une dénaturation de l'idée qui est probablement dans la tête du président. J'en sais rien, hein, je vous dis, imaginons qu'on ait un président et imaginons que ce soit ça son optique. Vous voyez qu'il y a là-dedans rien de malveillant. Ce n'est pas le désir du ministère d'enfermer tout le monde. C'est des croyances qui s'opposent à la croyance qu'a le dirigeant. Et nous, on pense que comme il est dirigeant, il est de droit divin, quoi. Donc tout ce qu'il va faire va se réaliser. Et en fait, il a en face de lui des gens qui font leur boulot, y compris contre lui. Donc en conclusion, la fidélité de vos collaborateurs, quand elle est à l'égard de l'entreprise, elle peut se faire à votre détriment. Donc, ce qu'il faut que vous pensiez bien faire, c'est à incarner votre entreprise. Et là, je fais référence évidemment à cette chronique qu'on avait faite sur le chaman. Donc, vous pouvez aller voir ça. Ça fait partie de ce qu'on trouve sur la chaîne Mission. Ton micro. Merci Jean-Christophe pour cette idée. Alors, qu'est-ce que tu conseilles à un entrepreneur qui se retrouve tout d'un coup confronté à une résistance à l'intérieur même de sa propre organisation et qui, quelque part, quand il prend un peu de recul, il se dit mais non, et les collaborateurs sont des gens que j'apprécie, le fond, enfin, on a un problème qui est plus profond que simplement un problème de communication. C'est le moment où finalement tu as le diagnostic, mais qu'est-ce que tu fais après? Alors, c'est effectivement très intéressant. Il y a le premier choix qui est un choix de confrontation et qui consiste à dire, on ne va pas les obliger à trahir l'entreprise qu'ils cherchent à défendre et donc on ne va pas avoir d'autre choix que de s'en séparer. Quand on n'y fait pas attention, c'est vers ça qu'on va en priorité, hein. C'est finalement, je ne comprends pas qu'on me résiste, puisque c'est moi le chef, c'est moi qui suis propriétaire de cette entreprise, c'est moi qui suis l'entrepreneur. Donc, je pense qu'il faut que je marque le coup. Donc, comprenez ça comme si vous étiez dans un pays qui vient d'être envahi par des colonisateurs, hein. Vous êtes dans la Gaule et il y a des Francs qui arrivent. Les Francs étaient des colonisateurs. C'était des Germains. Donc, ils parlaient une langue différente, ils avaient des coutumes différentes. Donc, la question, en fait, de cette acceptation ou non de l'envahisseur est une question qui soit prend beaucoup de temps, soit demande l'usage des techniques de la manipulation. Donc, c'est-à-dire comment est-ce qu'on amène chacun de ses collaborateurs à s'engager dans le sens de ces changements en leur montrant que ça fait partie aussi des valeurs précédentes de l'entreprise.
Hein. On est dans un conflit de valeurs. Bon, vous savez tous que les valeurs, c'est toujours une frontière assez flexible. Donc, montrer que tu as raison de défendre des valeurs dans l'entreprise, mais d'ailleurs, dans ces valeurs, il y a des valeurs de rigueur, il y a des valeurs de soins qu'on apporte aux clients. C'est autant de façons de montrer à nos collaborateurs qu'on est dans le même camp qu'eux, qu'on est en train de chercher les mêmes objectifs et qu'on travaille sur la base des mêmes valeurs. Merci Jean-Christophe. Et si vous avez l'occasion, si vous avez rencontré ce genre de difficultés, bien entendu, n'hésitez pas vous aussi à échanger ou à faire part de vos expériences ou de vos questionnements à Jean-Christophe. Eh bien alors, dis donc, c'était tellement parfait. Mais non, c'est qu'ils maîtrisent parfaitement leur entreprise et qu'ils l'incarnent déjà depuis longtemps. Finalement, Poser ce une discours question, c'est vraiment… Ah, il y a deux questions qui apparaissent. tout à coup, les questions arrivent. Allez. J'avais une question, en fait, quand on a la chance d'avoir une super équipe, super engagée, vraiment totalement à fond autour de valeurs, autour d'un projet commun, et que pour X raisons, l'entrepreneur approche de la retraite, ou est à 2 doigts de la retraite et va partir, il doit quand même préparer donc, la transmission. Eh bien, comment on fait justement pour faire ce relais de valeurs positives, d'engagement à quelqu'un qui va justement devoir prendre la suite derrière et pour justement lequel les choses peuvent peut-être moins bien se passer et qui se retrouver dans la posture qu'on vient d'évoquer. Parce qu'en fait, là, on vient d'évoquer le cas de celui qui se retrouve avec une boîte comme ça entre les mains et doit assumer les risques de ce passage de valeur, etc. Mais, alors, c'est une très bonne question, Jean-François. C'est une très bonne question. On peut dire qu'il y a deux façons de la voir. La première, c'est de dire on peut essayer de prendre un repreneur qui soit exactement dans la même identité, dans les mêmes valeurs. Et souvent, on se trompe dans le fait qu'un collaborateur qui est dans l'entreprise et qui a été depuis longtemps et qui donc a montré qu'il était capable de servir ses valeurs, exprimer ses valeurs à lui. Donc, il y a une limite effectivement là-dedans et c'est probablement la difficulté. L'autre piste, c'est plutôt d'exprimer ses valeurs. Et on avait parlé, je pense, dans le passé de la question de la singularité de l'entreprise, avec les notions de guerrier souverain ou producteur. Et en fait, on s'aperçoit que tout le monde est capable de servir les valeurs quand elles sont définies. C'est-à-dire qu'on a beau être un guerrier, si on comprend qu'on est en train de servir une entreprise souveraine, eh ben on va mettre son guerrier au service de la souveraineté qu'on exprime. Mais ça demande en fait une compréhension claire de cette singularité de l'entreprise qu'on cède. Et ça permet d'ailleurs, ça permet en fait à la fois aux repreneurs d'exprimer comment ils se positionnent face à ces valeurs et aux collaborateurs d'expliquer pourquoi pour eux les actions du repreneur ne sont pas acceptables, en quoi elles viennent tenter de changer l'identité d'entreprise. Et ce que ça veut dire, c'est que le repreneur, là, du coup, aura le choix clair de déconstruire pour reconstruire l'entreprise à sa main ou d'accepter qu'il puisse, lui, devenir un moteur qui s'insère dans ces valeurs. Donc, moi, ma réponse première, c'est une bonne identification de ce qui fait la singularité de l'entreprise et probablement la meilleure sauvegarde. C'est un peu comme dans la vidéo qu'on avait faite sur la transmission monastique. C'est de dire, en fait, elle n'existe que si on a bien défini la règle, comme celle des bénédictins.
Donc la règle de Saint-Benoît, c'est un truc qui dit à chacun, non mais tu n'es plus, on ne te demande pas comment toi tu réagis, on te demande comment toi, en tant que grand prieur de l'abbaye, tu interprètes la règle. Et donc, avoir bien défini la règle de l'entreprise, et la règle, c'est effectivement qu'est-ce que sont les valeurs, comment elles s'appliquent dans le temps, comment dans le passé elles se sont appliquées et en quoi ça a été bénéfique. Donc, cette espèce de culture d'entreprise, plus elle est définie et plus on a et des collaborateurs qui comprennent ce qu'ils sont en train de servir et ce qui peut s'amender ou pas, et des repreneurs qui décident de se fondre dedans ou pas. Est-ce que ça répond à ta question? Ah ouais, super. Francis, tu avais une question également. Une intervention qui peut-être amène des questions, à la fois en essayant maintenant de faire le lien avec cette très intéressante dernière partie là qui vient d'être traitée, et ce qui avait été dit un petit peu avant avec cet exemple présidentiel qui était pris. On se rend compte que comme on n'est jamais trahi que par les siens, si on regarde la politique en mettant un petit peu, on voit que celui qui va bousiller au maximum ce que l'on pense être un projet stable, c'est celui qui en sait le plus et qui d'une certaine façon n'aura pas tiré les mêmes conclusions de son savoir quand il commencera à agir. Bien sûr, ça se trouve renforcé par le fait que celui qui s'en va pense que de toute manière on est en train de trahir ce qu'il a fait. C'est un réflexe classique aussi au moment du départ, d'avoir du mal à ce que les autres soient différents. Malgré tout, ça m'amène à deux réflexions. La première, c'est que on est quand même dans un système toujours assez compliqué dans lequel le statut de l'événement qui représente quelque chose de fort et ce qui est un simple fait divers mérite souvent d'être analysé dans ces cas-là. Quels sont les détails des choses et quelles sont les choses fondatrices qui pourtant peuvent être aussi apparaître comme des détails. Et de la même façon, on est dans une sociologie dans laquelle les structures agissent dans une direction souvent de manière assez spontanée. Et il faut essayer aussi de faire un petit peu de travail. Donc, l'accompagnement, celui que l'on propose dans ce que vous faites et évidemment dans ce que je fais, l'accompagnement, c'est quelque chose qui peut aussi peut-être lever un certain nombre de difficultés. Et ce sera ma conclusion, si on considérait celui qui est candidat ou qu'on a pensé être le promoteur possible de la prochaine génération, il faut le traiter comme on traite quelqu'un lors d'un recrutement, mais pas en se satisfaisant du fait qu'on n'a pas vu de difficulté, mais en étant dans un véritable accompagnement, c'est-à-dire on va travailler un petit peu avec lui, on va mettre quelqu'un d'extérieur qui va travailler un petit peu avec lui, mais quelqu'un extérieur qui connaît l'entreprise, le temps de voir qu'il fera bien l'affaire et qu'on est bien d'accord là-dessus. Je pense qu'il y a une preuve par l'action en fait que je voulais souligner dans ce cas-là. Merci Francis. Voilà. Merci Francis. C'est un sujet complexe et auquel les entrepreneurs sont fréquemment confrontés, que de se retrouver bloqués par leurs propres troupes. C'est un sujet qui est peu étudié, peu diagnostiqué. Mais si vous avez l'occasion de vivre ces moments-là, eh bien, n'hésitez pas à partager votre expérience avec d'autres entrepreneurs, pour qu'ils comprennent que finalement ça fait probablement partie du job à un moment ou à un autre, que d'être incompris par sa propre machine, par sa propre organisation. Mais ce qui est fascinant, c'est que ça vient heurter notre vision du dirigeant de droit divin. Pour rappel, vous avez sans doute, si vous avez fait un peu d'histoire, le souvenir de Louis XIV qui débarque dans le Parlement en expliquant qu'il entend qu'on est en train de comploter contre l'État et que l'État, c'est lui. L'État, c'est moi. Alors qu'on pense que c'est l'éclatante illustration du monarque de droit divin, c'est en fait l'aboutissement d'une lutte entre l'État et le Parlement pour imposer un impôt aux bourgeois
Cette lutte, elle avait commencé avec le grand-père de Louis XIV. Donc le monarque de droit divin, si vous voulez, on n'est jamais vraiment un monarque de droit divin. On n'a jamais vraiment le dirigeant absolu de son entreprise. Et en particulier quand on la développe, et en particulier quand elle devient importante, puisque alors elle a pris sa propre indépendance, sa propre existence, évidemment très liée aux valeurs que vous avez et à ce que vous êtes, mais avec des nuances qui peuvent vous peser à vous et qui risquent évidemment de peser à votre successeur.